C'est l'heure du sonneur. Et oui, évidemment, on a tous suivi ces images absolument terribles du passage du cyclone Chido depuis le 14 décembre dernier à Mayotte, qui a plus qu'exacerbé les difficultés connues par ce département d'outre-mer. Une nouvelle crise qui est venue s'ajouter aux crises déjà existantes. Je vous rappelle qu'on avait beaucoup suivi ces sujets, crise migratoire, crise de pauvreté, d'insalubrité, d'insécurité, difficulté d'accès à l'eau. Et puis malheureusement, comme si une mauvaise nouvelle ne pouvait pas arriver seule, on a eu cette tempête tropicale qui s'est ajoutée au passage du cyclone et qui s'ajoute donc au paysage désastreux qu'on a déjà pu connaître. Une situation de Mayotte qui agit finalement comme un révélateur de l'abandon dans lequel se trouve ce département et la profonde absence de politique française vis-à-vis de ces territoires pourtant essentiels pour la stratégie d'ailleurs même de la France. La France qui dispose du premier espace maritime mondial semble négliger cette ressource et les enjeux d'influence économique et militaire. Et pour en parler, nous sommes avec deux invités. Ibrahim Bakar, bonjour. Bonjour madame, bonjour la France, bonjour Mayotte. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président des anciens élus de Mayotte et ancien vice-président du Conseil général de Mayotte, chargé de la jeunesse et du sport. Et bonjour à vous, Patrice Magneron. Bonjour à vous, merci pour cette invitation. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Vous êtes président d'IDNF, Initiative pour la défense de la nation française, ancien responsable de Place d'Armes en Île-de-France. Alors, Ibrahim Bakar, peut-être pour commencer, vous qui connaissez très bien la situation à Mayotte, est-ce que vous pouvez nous repeindre le tableau actuel ? Oui, d'abord merci de m'avoir invité dans votre émission. Je suis honoré d'être parmi vous en métropole parce que je suis en ce moment à Paris. Je vis avec les Mahorais d'ici parce que je suis venu un petit peu avant. J'étais bloqué par le problème de l'aéroport, de tout ce qui se passe à Mayotte. Donc là, je me prépare à retourner. Je voudrais surtout vous dire qu'on vit très mal depuis des années. Depuis de très longtemps, on est comme si on n'existait pas dans notre pays. Mayotte est une île de 374 km², qui correspond à peu près pratiquement comme une ou deux petites communes de la métropole. On n'a pas réussi à capter, je pense qu'avec l'ensemble des Outre-mer, quand on écoute un peu ce qui se passe en Martinique et en Guadeloupe, et là le cyclone vient encore enfoncer Mayotte un peu plus, oui. là où elle était déjà. Oui. L'immigration clandestine, les écoles qui sont surchargées, les hôpitaux qui ne répondent plus, la vie chère, plusieurs grèves depuis un certain nombre d'années pour alerter les différents gouvernements qui se sont succédés. Mais on a l'impression qu'on parle à des sourds alors que Mayotte est française depuis 1800. Oui. 1800, plus française que les autres territoires de la France, j'ose le dire, parce que nous, on a réclamé d'être français, on s'est battu, on a eu tout ce qui pouvait nous empêcher d'y arriver, mais on a fini il y a une dizaine d'années à être transformé en département français, et enfin. Donc aujourd'hui, on n'a pas demandé d'avoir un cyclone à Mayotte. On ne s'attendait pas du tout, on se disait qu'on allait continuer avec l'immigration, la violence, Mayotte est ouvert, c'est un ciel ouvert où tout le monde peut venir, d'abord de nos îles voisines, et puis là, depuis quelques mois, on a toute les pays, l'Afrique qui vient chez nous, et ça les aide. On est déjà en sous-développement. En plus, c'est comme si on avait une marmite qui a été préparée pour 4 personnes, et là, on se trouve avec 200, 300, 400 personnes. On ne sait pas comment faire. Donc, si on n'est pas entendu, c'est qu'on est vraiment abandonné.
D'accord. On se demande si on est vraiment considéré comme des Français. On se bat pour exister au quotidien. Et là, on me dit il n'y a pas d'eau, alors que tous les niveaux du gouvernement sont passés. Le Premier ministre, les ministres, le président de la République. Oui. Donc, alors qu'on a l'armée, on a une armée sur place aussi qui peut éventuellement reprendre un petit peu, au moins que tout le monde puisse avoir un peu d'eau. Là, je ne parle pas de l'alimentation, je parle que de l'eau parce que c'est là où tout le monde crie, c'est l'urgence absolue. Si on ne fait rien, c'est qu'on on se demande si on est désiré vraiment par nos gouvernements. Alors qu'on sent qu'on est soutenu par la France entière. Toute la population française nous défend parce qu'avec tous les événements, Ouais. ça a commencé par Darmanin qui est venu parler un peu de Mayotte, même si c'était considéré comme de la com, son arrivée à Mayotte avec Ombouchou, mais ça a permis quand même à tout le monde de savoir qu'il y a Mayotte qui est dans le bout, une petite île de 374 km². Et je pense qu'on peut faire des choses pour nous, on peut nous aider. Et je suis venu ici pour le réclamer en tant qu'ancien élu. J'étais vice-président de conseil général pendant 13 années successives. On m'a donné la charge donc de gérer l'association des anciens élus de Mayotte, ceux qui ont été en première ligne pour Mayotte française. Je souhaite vraiment lancer cette cri d'alarme pour que tous ceux qui peuvent nous aider à Mayotte viennent nous aider. D'accord, écoutez, c'est un message évidemment qu'on entend. On va tenter de continuer de réfléchir aussi de ce qui peut être fait, ce qui n'a pas été fait. Comme vous l'avez dit, on a eu le défilé des politiques à Mayotte. Malheureusement, c'est toujours après un cyclone. On a tendance à oublier Mayotte quand il n'y a pas un désastre climatique qui arrive. Et je vous propose d'écouter pour rappel les propos d'Emmanuel Macron sur place. Et on se souvenait avec quelques-uns du moment où j'étais passé quand j'étais alors candidat. Je disais, c'est l'endroit de France où j'ai reçu le plus de baisers. Emmanuel Macron avait lancé un plan quelques mois plus tôt en 2018, un plan pour l'avenir de Mayotte, 1,6 milliard d'euros sur la table. Nous sommes dans un territoire de la République, un département qui a ses contraintes sismiques, géographiques, démographiques, qui nous conduisent à devoir investir. C'est comme ça que je vois les choses, c'est investir. Et alors en 2019, à Mayotte, le chef de l'État avait lancé 2 très belles promesses. La France, c'est d'abord la sécurité. Et donc la sécurité sera au rendez-vous en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Parce que c'est ce qui est dû à Mayotte. Rapport de la Cour des comptes en 2022, 48% de la population est d'origine étrangère. La délinquance a atteint à Mayotte un niveau hors norme. Les ménages mahorais subissent 4 fois plus de cambriolages ou de vols avec effraction qu'en métropole. Voilà, c'était le très bon reportage Europe 1 que nous avions déjà passé. C'était juste pour vous rappeler, chers amis, d'abord les promesses d'Emmanuel Macron depuis le début à Mayotte, et puis des promesses, comme vous l'avez pu l'entendre avec ce rapport de la Cour des comptes, notamment des promesses non tenues. Patrice Magneron, justement, on voulait aussi tenter de comprendre, en plus de seulement avoir l'image, le tableau complet de ce qui se passe sur place, qui est déjà important, mettre les mots sur les mots et tenter de comprendre réellement et de savoir ce qui se passe. Merci encore à vous, Ibrahim Bakar, pour cette description. Patrice Magneron, à quel moment la France s'est égarée et a oublié son rôle vis-à-vis de Mayotte ? Juste pour revenir sur le petit extrait que nous venons d'entendre, sans vouloir tomber dans la vulgarité, bien évidemment, nous sommes sur une radio de tenue, mais je me demande dans quel sens il faut comprendre le mot baiser dans la bouche de Monsieur Macron, parce qu'effectivement, je pense que des gens qui ont cru à ces promesses, il y en a eu beaucoup, et malheureusement, comme à l'accoutumée, n'ont pas été tenues. Mais bon, après tout, elles n'engagent que ceux qui les écoutent. Voilà, pour moi, le point de départ de cette décrépitude, c'est 2011. En fait, c'est le changement de statut de l'île, qui est devenu département et région, avec donc toutes les conséquences que ça suppose, et notamment, en matière de droit du sol et d'immigration. Mais prendre le problème de Mayotte uniquement en ne considérant que l'île de Mayotte, c'est je pense faire une erreur. Il faut élargir un petit peu le spectre, déjà parler de sa situation géographique dans l'océan Indien et sa proximité avec les Comores, son ancienne sœur, on va dire.
Mayotte, bon voilà, je vais pas trop parler de chiffres, mais Mayotte aujourd'hui, c'est un PIB de 3 milliards. Hein, bon, c'est pas énorme, mais les Comores, c'est 1 milliard. Enfin, en gros, hein, l'ordre de grandeur est là. Donc, si vous voulez, vous avez toujours, même si Mayotte est aujourd'hui le département français le plus pauvre, vous avez toujours plus pauvre que vous. Ouais. Et donc cette pauvreté de proximité explique en grande partie, bien évidemment, cette immigration clandestine. Alors ça la justifie pas. Il faudrait bien évidemment lutter contre, mais bon, on voit bien que ce soit dans les îles ou même en France métropolitaine, de toute façon, le constat est le même. En l'absence de frontières, voilà, ça devient une passoire. Donc il va peut-être falloir remettre de l'ordre là-dedans. Et peut-être qu'une des premières choses à faire, au-delà, bien évidemment, de l'aspect financier, mais bon, l'aspect financier, vous trouverez tout un ensemble d'experts qui vous expliquera qu'il faut X millions, milliards pour redresser l'île. Et on en est tous conscients, hein, quand on voit toutes les scènes de désolation suite au passage du cyclone. Mais il y a aussi certainement une réflexion à mener autour du statut juridique de l'île. Et à mon sens, compte tenu justement de ce qui s'est passé il y a un peu moins d'un mois, l'occasion est trop belle, je pense, pour revenir sur ce statut et pourquoi pas faire de Mayotte une sorte de laboratoire d'essai, peut-être définir Mayotte comme une 4e région maritime, renforcer les pouvoirs au niveau local avec un préfet qui aurait les vrais coups des franges pour justement lutter contre cette immigration. Mais encore faut-il que le préfet le veuille. Vous voyez, je sais pas si changer de statut de département à région, ça changerait vraiment quelque chose. Si, avec une région maritime et un préfet maritime, si, il aurait davantage de pouvoir. On lui accorderait beaucoup plus de pouvoir. Et puis, bien sûr, il faudrait faire intervenir, mais ça a été évoqué tout à l'heure, l'armée pour lutter justement contre cette immigration. Mais là aussi, ça ne se fera pas sans l'appui des Comores. Alors c'est marrant parce que bon, en fait, les Comores ont bénéficié d'une aide versée par la France de 150 millions d'euros pour justement aider le peuple comorien à pouvoir juguler cette pauvreté. Une aide de la France. Évidence, oui, une aide de la France. Mais bon, toute évidence, c'est pas suffisant. Et puis, toute évidence, surtout, on a un président, alors qui est souverain, hein, ça c'est un fait, mais Monsieur Azali souhaite, lui, de toute façon, le retour de Mayotte dans les Comores. Parce que les Mahorais ne veulent pas, et je les comprends, puisque de toute façon, nous sommes un pays qui les a accueillis. Eux-mêmes ont fait le choix au moment du référendum de 76, mais récemment encore, ils ont fait le choix de la France, et massivement. Donc, il y a absolument aucune raison de ne pas les aider. Ouais. Donc ça, c'est pour la situation locale et les Comores. Mais après, si on élargit encore le spectre, se pose la question de la gestion de notre espace maritime. Cette situation que nous connaissons aujourd'hui à Mayotte, les Guyanais la connaissent aussi. Donc, la question qui me vient, c'est est-ce qu'on a encore envie de cet espace de un peu plus de 10 millions de kilomètres carrés qui vraisemblablement renferme des ressources qui ne sont toujours pas exploitées, qui pourraient justement permettre localement aux autochtones de pouvoir vivre décemment, avoir de l'eau, avoir... vous voyez, en 2023, il y a eu 3 crises successives. Il y a eu la crise de l'eau à Mayotte, il y a eu la crise de la délinquance, puis il y a eu Wambouchou. Donc c'est pas rien quand même pour une île qui, en l'espace d'une quinzaine d'années à presque doubler sa population. Enfin, je veux dire, c'est juste énorme. On a un jeune sur 3, un habitant sur 3 à moins de 20 ans. Hein, c'est 100 000 habitants quand même, c'est pas rien. Oui. Et on n'a pas les infrastructures routières. Il y a qu'un seul hôpital, pardon, pour l'ensemble de la population. Il y a pour 300 000 habitants. Hein. Voilà, 11 lycées, je crois. Donc c'est trop peu, mais on a. Et je donne encore, pardon, parce que vous êtes dans les chiffres, encore quelques chiffres. 77% des habitants de Mayotte vivent sous le seuil de pauvreté, 34% des adultes sont au chômage. Donc on voit un peu. Oui. Alors, juste parce que bon, souvent dans les commentaires, ce qui ressort, en tout cas dans l'esprit, hein, il y a une idée reçue qui est pas forcément très sympathique, mais qui voudrait que ces gens-là ne vivent que de la CAF. Voilà. Oui, des aides. C'est plus compliqué que ça. Quand on prend les données de l'INSEE et qu'on prend l'ensemble des revenus que perçoivent les Mahorais, en termes d'aide sociale et de retraite, c'est
très largement comparable, ou c'est même un peu en dessous de ce que peut toucher un Français de métropole. Donc l'idée n'est pas de faire une comparaison, mais c'est surtout de faire sauter cette idée reçue que Oui, tout bien le monde sûr. fait. Voilà, ces Non, mais gens-là j'ai bien seraient compris. Et trop des si, profiteurs. pardon, je voudrais qu'on redonne bien la parole quand même à Ibrahim Bakar. Et si on résume votre propos, vous nous dites, on pourrait s'intéresser, aider même avoir l'infrastructure normale pour la France sur place à Mayotte. On parle des hôpitaux, on parle des écoles, on parle des routes, etc. Et qui pourrait permettre aussi à une économie de se développer. Et avant tout, l'eau, vous l'avez dit. Donc des critères de propreté, de salubrité. Et en fait, cela permettrait aussi d'aider la France dans son développement international et notamment, vous l'avez dit, son contrôle des mers. Et c'est ça, c'est intéressant parce que en fait, la France ne sait peut-être pas aussi, comme le savent le faire d'autres pays beaucoup mieux que nous en ce moment, je pense notamment à la Russie, mais pas que, tirer entre guillemets profit et en fait, c'est donnant-donnant, en apportant quelque chose au territoire, mais en même temps en y récupérant peut-être une certaine aura, un certain contrôle de l'espace maritime en l'espèce. Alors, oui, Ibrahim Bakar. Aider l'île, c'est nous aider nous-mêmes. Hein. Voilà, Je suis intimement convaincu, et il suffit pas juste d'être souverain pour ça. Je suis intimement convaincu que l'avenir de la France passe par notre espace maritime. On a une chance inouïe au sein de l'Europe d'avoir cet espace maritime. Encore à nous de l'exploiter. Juste pour terminer sur cet aspect géopolitique, il faut comprendre que donc les Comores sont situées donc dans le canal du Mozambique. Dans ce canal du Mozambique, vous avez 30% du commerce pétrolifère international qui circule. C'est quand même pas rien. Je veux dire, il y a des choses à faire là-bas. Hein, c'est pas contrairement à une idée qui est trop répandue aussi, parce que nous avons certainement été un peuple de marins, mais nous le sommes beaucoup moins aujourd'hui. Et effectivement, la France a tiré une grande partie de sa gloire passée sur le continent, tout compte fait avec les batailles, c'est Napoléon, mais on l'a bien vu d'ailleurs avec Trafalgar, ce que ça avait donné. On n'était pas forcément voilà. Donc il faut se dire que non, et pour s'en convaincre, prenez juste une carte. La France métropolitaine, c'est pas très grand, mais quand vous rajoutez tout ce qui y a tout autour, sur l'ensemble du monde, sur l'ensemble des océans, c'est même pas mal. C'est clair. Alors Ibrahim Bakar, pareil, je voulais vous poser cette question sur aider l'île, c'est aider la France finalement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse et est-ce que vous comprenez peut-être aussi ou pas pourquoi on n'y arrive pas finalement en France? Merci, mais moi je voudrais d'abord que les choses soient claires. Mayotte est très riche dans beaucoup de domaines qui ne sont pas exploités. Et même si on exploitait le 10e, le 20e, le 30e de ce qu'on a là-bas, on pouvait vivre déjà dignement. Moi, je parle d'abord, on est considéré comme, et c'est connu maintenant qu'on a des gisements de pétrole et de gaz en dessous de. Je pense quand même qu'on a quand même nos grosses entreprises, ils savent faire, ils ont le savoir-faire, et ça ne va pas demander de l'eau à boire pour qu'on puisse réaliser ces gisements qui peuvent nous aider déjà. Et je sais que la France, qui a aussi des problèmes, peut tirer aussi une partie, en tout cas, de son déficit, et régler une partie de son déficit, puisqu'nous sommes aussi liés. On parle de la solidarité nationale qui doit se jouer d'un côté comme dans l'autre. Je pense que Mayotte est une chance pour la France. Et moi, c'est ma vision un petit peu d'élu. On a un lagon fermé et on est dans une zone touristique majeure. Et on a les Seychelles, Maurice, La Réunion. Ce sont des zones touristiques majeures. On peut faire venir du tourisme de haut de gamme et bénéficier de ces mannes qui peuvent venir. Et ça ne demande pas. Il faut que. Donc, on peut penser aussi à la richesse halieutique. On produit pas mal de poissons qui sont traités aux Seychelles, alors c'est souvent des poissons qui viennent des zones françaises, de la zone. Donc on a la route
quand même maritime le plus important de la zone, où on peut quand même arrêter, on peut distribuer des choses, du pétrole, pour tous ces cargos qui viennent, qui passent dans ces zones-là. Pour ne pas en rester trop longtemps, moi je dis que nous avons nos ressources. Donc, est-ce qu'il y a une réelle volonté de développer Mayotte? Mais moi, ça me choque quand on parle de développer Mayotte à condition qu'on fasse aussi les Comores. Mais les Comores sont indépendantes, ils sont souverains. Bien sûr, on n'a pas à aller s'occuper des Comores. Mais oui. Et c'est comme si, pour moi, c'est comme si on demandait on ne développe pas la France parce qu'il y a l'Allemagne, parce qu'il y a l'Italie, parce qu'il y a des pays à côté. Donc la France ne peut pas se développer si on ne développe pas l'Allemagne. Et ça c'est un discours de bon sens, oui, vous avez raison. Donc, Mayotte est française, elle doit à la France sa sécurité, elle doit à la France son développement, elle doit à la France son savoir-faire, qui ne coûte pas. Tous les entreprises métropolitaines que j'ai rencontrées ici, depuis que je suis ici, me demandent, nous voulons venir à Mayotte, et il faut qu'on ait. Là maintenant, on a une zone qui est ouverte donc par le gouvernement, donc tout le monde peut venir apporter son savoir-faire. Mais moi, je dis aussi qu'il faut un équipement, une structure. Oui. Une structure qu'on appelle, par exemple, ce qu'on a utilisé, je pense que c'est le président de la République qui avait parlé d'une chose qui serait semblable à ce qu'on avait fait sur Notre-Dame. Ici, donc, un établissement public administratif peut faire l'affaire et je plaide pour ça. Eh bien, le message est bien passé et surtout, on a compris qu'on pourrait faire beaucoup plus, la France pourrait faire beaucoup plus pour Mayotte et elle finirait finalement de céder elle-même la France si elle aidait Mayotte. Pourquoi ne le fait-on pas? C'est aussi encore une grande question. On a bien compris tout ça, mais à suivre et on continuera de vous donner la parole. C'est très intéressant de suivre ce dossier, puis surtout, ça fait partie de la souveraineté française. Merci encore Ibrahim Bakar, je rappelle, président des anciens élus de Mayotte et ancien vice-président du Conseil général de Mayotte, chargé de la jeunesse et du sport, et Patrice Magneron, président de l'Initiative pour la défense de la nation française. Merci beaucoup.